faut vraiment garder en tête que derrière, l'idée, c'est vraiment d'avoir une expérience qui soit à la fois cohérente au regard de la pratique professionnelle, engageante sur la partie surtout distancielle, avec un univers qui correspond à la cible, et la plus ciblée possible en termes de contenu, de feedback, d'apport théorique, etc. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui, nous allons parler ingénierie pédagogique, collaborer avec les experts métiers, la clé d'un dispositif technopédagogique efficace avec Juliette Venturini, ingénieure formation multimodale de My Serious Game. Bonjour Juliette. Bonjour Clément. Alors déjà, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un ingénieur de formation multimodale ? Effectivement, la phrase est assez longue. Ingénieur de formation multimodale. Dans le cadre d'un projet en fait de conception d'une solution digitale, d'une formation digitale, moi je vais être chargée de la partie conception. La partie conception pédagogique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça implique deux phases, on va dire, une phase d'ingénierie de formation qui va être en fait tout le cadrage du projet, c'est-à-dire toute la déclinaison des objectifs et de l'architecture de l'expérience apprenante. Et une deuxième phase, où là, on va être plus sur ce qu'on appelle un storyboard, qui est en fait la déclinaison vraiment étape par étape de l'expérience apprenante, c'est-à-dire ce que verra l'apprenant tout au long du Serious Game, en fait. Et multimodal, ça fait référence à quoi ? Multimodal, en fait, alors ça, c'est une petite particularité, c'est que ingénieur de formation, on n'est pas forcément 100% digital. On fait aussi des parcours de formation hybrides, donc on va avoir aussi des modalités présentielles. En fait, ça s'imbrique. C'est pas essentiellement du distanciel. On peut avoir aussi une imbrication dans la conception. On peut proposer des projets en fait hybrides, quoi. Ou même du présentiel, en fait. Tout est possible. Voilà. Ok. Et donc là, du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur le rapport, enfin le travail avec les experts métiers. Donc, est-ce que tu peux nous dire également ce qu'est un expert métier ? J'imagine que c'est l'expert métier chez le client, c'est ça ? Exactement. C'est l'expert métier chez le client. Ça peut être aussi un expert métier qui est identifié comme référent métier par le client. Typiquement, l'expert métier, c'est celui qui a toute la connaissance du métier, du contexte, des missions, du public. C'est tous ces éléments-là, en fait, qui font de lui le référent. C'est lui qui va nous apporter, en fait, la matière. Et nous, les ingénieurs, les IP, les ingénieurs pédagogiques, on va avoir pour objectif de récolter cette matière et de la mettre en forme pour proposer un dispositif qui soit le plus adapté pour la cible apprenante. Moi, j'appelle ça de la matière, mais en fait, peut-être que ça a un nom particulier. C'est quoi ? C'est du savoir, je sais pas, est-ce qu'il y a un terme technique alors là, tu soulèves un point. Alors, en fonction du projet, on va être plus sur, cette matière-là, elle va être qualifiée plutôt de savoir-faire, de savoir-être, de savoir théorique, ou même parfois un petit peu des trois, en fonction, en fait, de l'objectif stratégique du client et du besoin client, en fait, typiquement. D'accord. Donc toi, tu vas intervenir en fait au tout début du projet, c'est ça ? Ton rôle, ça va être aussi de collecter cette matière auprès de l'expert métier. Comment ça se passe ? Vous faites une sorte d'interview ? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ce processus ? Ouais, complètement. Alors, chez My Serious Game, en fait, l'ingénieur formation, il va être là en fil rouge tout au long du projet sur toutes les phases. On va avoir tout d'abord la phase d'analyse. La phase d'analyse, ça va être la phase d'analyse du besoin client. Donc, on va avoir tout un cadre de contraintes pédagogiques, c'est-à-dire que le client, qui est identifié là dès le début comme expert métier, parce que c'est lui qui a ce besoin au regard de sa cible, de ses collaborateurs, il va nous dire, on a tel enjeu de formation, on a cette cible apprenante-là qui a des spécificités particulières, des prérequis, des éléments un peu, des caractéristiques, on va dire. Le client va nous dire si c'est une formation toute neuve qu'il souhaite développer, ou si c'est... une refonte. Ouais, une refonte, exactement. Si c'est une refonte d'une formation présentielle, s'il y a déjà des contenus. Parfois, ils ont déjà toute une base de contenu. Donc ça, c'est une première étape d'analyse et ça se fait indirectement, mais ça se fait en co-construction du coup parce que nous, c'est tout simplement notre base, notre point de départ. En fait, c'est ça. Ensuite, une fois que cette phase d'analyse, elle est faite, on va aller sur la partie conception. La partie conception, elle commence avec le synopsis.
c'est tout le cahier des charges, en fait. C'est tout le cahier des charges. Et là, on va effectivement travailler main dans la main avec les experts métiers. Et en fait, là-dedans, dans ce cahier des charges, eh bien, on va venir poser plein de questions aux clients. Ça passe par des ateliers. Les ateliers, généralement, voilà, c'est 1h45 en fonction aussi des thématiques, de la durée. Toujours dans cette logique de sur-mesure. Il n'y a pas une manière de faire. On est vraiment sur plusieurs manières d'aller récupérer le contenu. On va poser des questions clients. Quels sont vos enjeux stratégiques ? Quels sont vos objectifs de formation? On sait bien que nous, quand on va concevoir le module, souvent le client a un objectif stratégique défini. On sait bien qu'un module digitalisé, il faut descendre d'un cran et vraiment cibler au maximum pour que ce soit le plus efficace possible, le plus fun possible et le plus engageant pour l'apprenant. Donc, on va venir cibler ça avec le client, c'est-à-dire qu'on va préciser le contexte, on va préciser les objectifs, on va préciser les intentions pédagogiques, on va préciser avec lui tout le cadre du scénario du jeu, toute l'architecture, l'architecture macro, l'architecture méso, l'architecture micro. On va venir en fait faire tout ce travail d'analyse, de découpage de l'expérience de manière très ciblée. De toute façon, c'est le point clé du travail de l'ingénieur pédagogique, c'est de savoir collaborer avec l'expert métier. Parce que l'expert métier, il a toute la vision de la réalité, du terrain. Voilà, il connaît sa cible. Voilà. Après cette phase de synopsis, donc cette phase de conception toujours, on entre dans une autre phase qui est la phase de storyboarding. La phase de storyboarding, on va avoir effectivement d'autres ateliers avec le client où là, l'objectif va être vraiment d'aller mettre en forme tous les contenus qui ont été déjà récoltés sur la phase de synopsis, toute l'architecture qu'on a, c'est une logique vraiment d'entonnoir en fait, toute l'architecture qu'on a récupérée, et bien là on arrive à ce moment-là où on va venir en fait le mettre en forme, et là ça passe par des éléments très précis, c'est-à-dire on va proposer aux clients des activités, c'est eux qui vont nous orienter aussi sur les verbatims à utiliser, quel langage utiliser, quelles sont ces orientations-là. Ça, c'est sur la phase storyboard. Et après, sur la phase réalisation, on va être là, nous, pour deux choses. Tout simplement, le recettage en interne qui va permettre de vérifier que tous les contenus passés par les experts métiers ressortent bien dans le module et que tout a bien été conservé, parce que c'est tout le maillage, tout le suivi aussi qualité de la partie ingénierie formation. Et on va avoir également un recettage externe pour que le client puisse aussi vérifier que tous les messages clés, la coloration aussi du module a bien été intégrée sur cette partie-là, quoi. Oui, donc l'expert métier, en fait, il est sollicité jusqu'à la fin du projet. Il vérifie que la matière est bien présente et présentée de la bonne façon. Tout à fait. Et jusqu'au bout, puisque dans une logique d'amélioration continue, on va, donc après cette phase réalisation, on va aussi participer à la phase plutôt d'évaluation, où là, le client et les experts métiers sont aussi sollicités pour nous faire un retour sur justement cette collaboration, sur l'évaluation du projet, etc. Donc, on est vraiment dans une logique on travaille ensemble pour que ce soit vraiment du sur-mesure, que ce soit le plus adapté possible en fait à la cible et aux besoins de formation en fait. Et alors tu parlais au début, alors là je reviens à la toute première étape, quand tu récoltes les informations de différentes méthodes pour recueillir cette matière, t'as quoi comme méthode? Qu'est-ce que tu utilises comme procédé? Et comment tu peux réussir à aller chercher? Est-ce que tu sais déjà à l'avance ce que tu vas aller chercher? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas peut-être avoir des idées préconçues et du coup, arriver à récolter une matière en fait qui n'était pas forcément pertinente? Ou comment tu procèdes? Alors, écoute Clément, je vais te dire, moi, j'ai qu'une seule méthode. Non, en fait, non, je vais recommencer. Je sais pas si je le dis parce que c'est vraiment ma méthode. Mais j'ai une méthode, en fait... Non, il n'y a pas qu'une méthode. Il n'y a pas toi, qu'une t'as ta méthode personnelle, c'est ça que tu veux dire? Mais il y a une chose qui est essentielle quand on va venir récolter la matière avec l'expert métier, c'est la technique KISS. Ouais. Keep it smart and simple.
Moi, j'ai keep it simple, stupid. Bon, bah voilà. En fait, il n'y a pas de... On pourrait se dire qu'il y a des contenus qui sont plus compliqués à intégrer que d'autres, que ça va être différent si on est sur une sensibilisation sur des principes managériaux que sur du savoir-faire lié à une réglementation. Mais en fait, dans tous les cas, il y a des spécificités, il y a des contenus. En fait, tout est riche. Tout est riche et à chaque fois, il y a déjà une première étape, c'est de se dire, on est en fait dans une logique d'écoute. On va venir, hop, récolter la matière. On fonctionne comment ? On fonctionne un petit peu comme des entretiens d'explicitation. Les entretiens d'explicitation, en fait, ça va être juste venir écouter les experts métiers, recueillir la matière. On peut avoir dans l'entretien plusieurs modalités. On peut aller sur vraiment juste poser des questions ouvertes et récolter les éléments en ayant, nous, notre grille d'analyse qu'on aura préparée en amont. Donc, je vais prendre un exemple très concret, mais sur, je peux prendre les principes managériaux. Sur cette partie-là, sur de la sensibilisation, on va venir récolter la matière en posant des questions. Quelle est l'idée derrière ce principe-là ? Comment vous le déclinez de manière opérationnelle ? À quoi ça ressemble dans la réalité de la pratique professionnelle de l'apprenant. Enfin voilà, on va venir poser des questions très ouvertes. Donc ça va être sur cette partie-là de synopsis. On va avoir aussi d'autres questions qui vont être plus orientées sur les mises en situation, parce qu'on sait que dans le cadre du jeu, on va mobiliser par exemple des mises en situation, des contenus, des activités qui vont coller de manière très explicite à la réalité du terrain ou soit totalement disruptive. Mais dans les deux cas, on va devoir venir chercher en fait ces infos-là en posant du coup ces questions sur vos apprenants, est-ce qu'ils sont à l'aise avec le digital, est-ce que votre cible... Est-ce que c'est une cible qui aime jouer ? Est-ce que c'est une cible... Exactement. En fait, il n'y a pas de manière unique. Ça peut être un atelier d'1h45 en synchrone où on va venir vous poser des questions. Ça peut être aussi de manière plus participative. On va inviter le client à se questionner sur la cible, à prendre aussi, à participer. On est vraiment dans cette logique de participation où le client, l'expert métier, a plein d'idées en fait. L'expert métier a plein d'idées. C'est très riche à chaque fois ce qui sort de ces ateliers. C'est extrêmement riche. Et alors donc, justement, il faut peut-être réussir à le cadrer alors. Réussir à éviter qu'il s'éparpille. Comment tu fais ? En fait, moi, en amont, il y a plusieurs phases. En amont, je vais vraiment faire toute une phase de préparation au regard du besoin du client, au regard de tout ce qu'on a pu identifier en termes d'objectifs, d'intentions et d'objectifs formation stratégique. Je vais venir me dire, OK, donc en fait, l'enjeu, il est là. Donc, on sait déjà que, je prends un exemple d'appropriation de principes réglementaires pour des apprenants qui travaillent dans une structure qui fait du travail intérim, par exemple. Eh bien, ça, on va se dire, OK, alors, notre cible, c'est un public qui ne s'y connaît pas forcément. On va avoir une durée qui a été définie en amont lors de la proposition commerciale. On va avoir ces objectifs de la part de la structure. Et moi, à partir de ces éléments-là pédagogiques, je vais déjà me construire une grille d'analyse qui va faire office de support lors de l'échange, en fait. Voilà. Ça peut être aussi en asynchrone, c'est-à-dire que le client, il peut avoir déjà une solide base de contenu. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. Il a une solide base de contenu. Moi, ça me fait ma première base. Ça me permet de mettre vraiment bien la tête dedans et après de pouvoir manipuler les éléments. Mais d'un point de vue pédagogique, j'ai besoin de l'expérimentation. Je ne peux pas faire sans, en fait. Et je peux prendre connaissance au maximum de toute la matière qu'il m'apporte. Mais je peux pas je peux pas être en maîtrise de savoir quels sont les EPI, quelles sont la liste de pays ou des choses comme ça en fait. Justement, parce que tu disais que c'était il fallait garder les choses simples, etc. Mais
qu'est-ce qui se passe dans le cas où tu es sur un sujet extrêmement technique? Je pense, par exemple, on avait fait pour Adobe des formations sur l'impression additive, donc l'impression 3D métallique avec un procédé complètement novateur et extrêmement technique. Si un jour tu dois faire une formation sur la physique nucléaire ou la mécanique quantique, comment tu vas procéder? Quel niveau de maîtrise sur le sujet tu as besoin d'atteindre? De quoi tu as besoin et est-ce que réellement tu as besoin de connaître en profondeur le sujet du client ou... Alors en fait, ce qu'on fait dans notre métier, c'est vraiment relier. On va venir relier les infos, on va venir poser les questions. En fait, là-dessus, non, clairement, en plus, moi, mon niveau en maths, en physique, c'est une catastrophe. Donc non, malheureusement, avec toute la bonne volonté, je ne pourrais pas venir chercher du contenu là-dessus. En revanche, on va venir... En fait, c'est vraiment plusieurs étapes. On va venir justement poser ces questions un peu ouvertes, c'est-à-dire, vous avez identifié votre cible, vous avez identifié le niveau à atteindre, leurs prérequis aussi, ce qu'ils ont, eux, actuellement comme niveau sur ce sujet-là. Maintenant, quels sont pour vous les points clés avec quoi l'apprenant, il va pouvoir repartir, sur quoi il va pouvoir s'appuyer dans le module. Ça, c'est un premier travail. Et après, une fois que c'est fait, on va venir prendre toute cette matière, la croiser avec mes objectifs pédagogiques et je vais proposer mon architecture à partir de là. Ça, c'est la phase synopsis. Et une fois que ça, c'est fait, en fait, je vais aller sur la partie donc storyboard et là, on va faire des ateliers, on va beaucoup plus rentrer dans le détail. C'est-à-dire, je vais dire, OK, vous m'avez parlé de l'atome. Vous m'avez parlé des atomes. Ça, c'est une thématique donc, qui est essentielle pour vos apprenants. Pourquoi c'est essentiel? C'est quoi le message clé? Sur quoi vous voulez questionner les apprenants? Sur quoi vous voulez amener une réflexion? Sur quoi vous voulez apporter du feedback? Enfin voilà, tous ces éléments-là qui permettent en fait après de venir affiner toute l'expérience. Mais c'est un travail, il y a vraiment le point clé, c'est l'écoute, l'adaptabilité, parce qu'il n'y a pas, à part cette méthode-là d'explicitation, il n'y a pas une méthodologie vraiment type dans la mise en forme en fait des contenus. Mais effectivement, il y a tout un travail de venir cibler au maximum parce que l'objectif derrière, c'est quoi? C'est que l'apprenant, alors on est bien sûr toute proportion gardée, puisqu'un module, il n'y a rien qui fonctionne mieux que la pratique, bien sûr, mais c'est que l'apprenant reparte avec les infos clés et surtout que dans le module, il soit au maximum engagé. La physique nucléaire, on ne va pas venir faire une liste à l'après-vert, ça ne fonctionne pas, on sait que ça ne fonctionne pas, donc c'est trouver un petit peu les contenus. Et moi, mon travail, c'est la partie pédagogique, c'est pas dire quels seront les contenus, c'est dire comment je vais faire passer ça. Par quel levier pédagogique, par quel levier de gamification, on va venir faire passer ces contenus-là, en fait. Et alors, du coup, s'il n'y a pas une méthode, s'il y a plein de sujets divers et variés, j'imagine que la clé un peu dans tout ça, c'est finalement l'ingénieur pédagogique lui-même. Est-ce qu'il faut... Voilà, alors tu as parlé d'écoute, mais quelles sont les qualités requises pour pouvoir faciliter cette relation avec l'expert métier et finalement aboutir à un projet réussi? Alors, les qualités, j'en verrai 3. On va dire que la première, ce serait vraiment, comme tu disais, en fait, l'écoute. L'écoute, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir au maximum accompagner, en fait. C'est cette écoute et cet accompagnement, on va venir guider l'expert métier parce que dans sa pratique, l'expert métier, il a toute la vision du terrain, mais il y a aussi des choses qui sont tellement des automatismes qu'il n'en a plus conscience, en fait. Ça, c'est encore les travaux de Pierre Vermersch. Il n'en a pas conscience et du coup, il faut l'accompagner à faire émerger ça, en fait. Donc ça, c'est vraiment cette écoute-là qui est hyper importante. La deuxième aussi, je pense que c'est la créativité. La créativité, parce qu'effectivement, parfois, on a des contenus qui sont extrêmement denses, qui sont extrêmement techniques, et il faut aller chercher des leviers. Il faut aussi oser, c'est-à-dire venir chercher parfois du disruptif. On peut avoir des contenus très ennuyeux aussi, et du coup, faire preuve de créativité pour les rendre un peu plus appétants. Voilà, exactement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on peut choisir après. En fait, l'idée, c'est toujours de coller bien sûr aux besoins clients, mais de lui dire, eh bien voilà, on va pouvoir avoir aussi ce levier-là un peu disruptif pour amener effectivement de la matière, pour amener les contenus. On
c'est un terrain de jeu, en fait. Il faut savoir transformer ça en jeu pour que vraiment la clé, c'est l'engagement de l'apprenant, en fait. Et alors après, le troisième, je dirais que c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme je te disais, on va venir récolter la matière de manière différente, même si la méthodologie de fond reste la même à partir des objectifs, des intentions et de l'architecture définie, mais on va venir chercher des éléments de manière différente parce que ce ne sera pas les mêmes intentions, parce que on n'aura pas identifié le même cadre de storytelling, on n'aura pas identifié la même architecture. Et en fait, c'est ce travail-là aussi de s'adapter au mieux aux experts métiers dans le cadre du projet, quoi. D'accord. Et donc, combien de temps tu accordes à cette récolte d'informations ? Est-ce que tu peux nous donner à peu près les temps pour ces différentes étapes ? La récolte, la transformation, combien de temps ça prend ? Alors, on va avoir, en fait, ça se fait en 3 temps. Pour l'expert métier, ça se fait en 1 temps, en 2 temps. L'atelier plus la relecture. Mais pour nous, ces 3 temps, c'est un temps de préparation qui peut être variable en fonction de la durée ou du contenu, en fait, du module. Un temps d'atelier qui va durer 1h45 en moyenne. Un temps d'atelier, ça peut être c'est 1h45 sur un sujet, une thématique. Si on est sur un module qui englobe plusieurs thématiques, ça va être bien sûr 1h45 par thématique. Voilà, ça varie en fonction de la taille aussi du projet. Et après, en fait, on a le même temps que celui de l'atelier, on le passe en traitement, en fait, des contenus. C'est-à-dire, on va venir chercher, on va venir répartir, en fait, tout ce qui a été donné comme contenu, réceptionner aussi, parfois, le client nous envoie d'autres documents complémentaires, aller chercher aussi toutes les informations un petit peu tacites qui ont été dites sur, les intentions. On utilise, je sais pas, le client va nous dire, on utilise le tutoiement, on utilise ou on s'adresse pas à l'apprenant de telle manière. C'est toute cette petite coloration-là aussi qui est essentielle pour l'engagement dans le module. Donc, en fait, on va être sur 1h45 et le même temps de traitement, en moyenne. D'accord. Tu parlais de ces spécificités à certains métiers, etc., le tutoiement, etc. Comment ça se passe quand tu travailles sur une formation qui est déployée à l'international, du coup ? Est-ce qu'il y a une façon de travailler qui est différente à ce niveau-là ? Alors ça, c'est le fruit de tout un travail aussi de co-construction entre l'expert métier et l'ingénieur formation. Pourquoi ? Parce que on va avoir des codes, le choix de codes en fait dans la manière de s'adresser. Peut-être que dans les dialogues, on va choisir des éléments plutôt transverses. Le client va nous dire aussi la manière dont il faut s'adresser à l'apprenant pendant l'expérience. Mais tu as ça. Donc, cette partie-là aussi, multilangue, etc. Mais il y a aussi d'autres choses à prendre en compte. Par exemple, dans certains modules, on va s'adresser à une cible qui est très, très large. Dans une structure, ça peut être l'ensemble des collaborateurs qui ne font pas le même métier. Et donc là, l'enjeu, ça va être de travailler avec les experts métiers pour construire des contenus, des mises en situation, de manière plus globale, une expérience qui soit transverse, mais qui fasse écho à la pratique professionnelle aussi de l'ensemble des collaborateurs, quoi. Donc, il y a vraiment ces aspects critiques-là qui sont juste, en fait, essentiels pour une formation efficiente, en fait, pour un module efficient, quoi. Ouais, je pense à des formations qu'on a pu faire pour Bouygues, par exemple, sur la culture d'entreprise, justement, où on s'adresse aussi bien aux comptables qu'à l'ouvrier sur le chantier, où il y a différentes catégories socio-professionnelles, des profils très différents. Il faut que la formation parle à tous. C'est peut-être les plus compliqués, non, ces formations-là, du coup ? Ou est-ce que c'est plus facile de travailler sur une formation comme ça qui doit s'adresser à tout un groupe sans distinction de profil ? Ou est-ce que c'est plus simple, au contraire, de travailler sur quelque chose d'extrêmement technique, mais qui s'adresse à un profil très précis ? J'ai envie de te répondre non parce qu'on ne va pas venir chercher le même niveau de détail entre les deux. Dans la partie vraiment où on s'adresse à l'ensemble des collaborateurs, là, on va venir... L'enjeu, ça va être de trouver des scénarios, des mises en situation, des activités qui vont venir
fédérer l'ensemble des collaborateurs. Et dans l'autre partie, l'enjeu va être de rentrer dans le détail, vraiment beaucoup plus des missions du public ciblé, où là, on va pouvoir effectivement plus expliciter, plus aller dans la maille assez fine de l'environnement de l'apprenant. Mais dans les deux cas, c'est vraiment un travail en fait de découpage en fait. On est vraiment là pour aller dans le détail, pour aller dans la précision, dans de la maille fine en fait, hein, dans les deux cas. Dans les deux cas. Ok. Et là on est quand même sur des choses très abstraites. Est-ce que tu peux nous parler d'un cas concret sur lequel tu as pu travailler récemment ou pas, et nous expliquer quelle a été la problématique, comment tu y as répondu, comment tu as fait pour récolter la matière, la transformer? Est-ce que tu peux nous donner un cas concret? Ouais, moi j'ai travaillé dans le cadre d'un projet avec une grande enseigne, l'enseigne d'un grand magasin, que je ne citerai pas parce que le projet est toujours en cours. Comme je suis là que depuis 10 mois, j'ai fait plein de projets, mais ils sont tous en cours. Et là, l'enjeu, c'était de sensibiliser, en fait, l'objectif stratégique de la structure. Elle est venue avec ce besoin-là, c'était de sensibiliser autour de valeurs, en fait, communes. L'ensemble de ses collaborateurs, il y avait 5 valeurs, en fait, clés, autour desquelles elle souhaitait fédérer l'ensemble des collaborateurs. Donc ça, c'était son besoin, c'était l'enjeu un petit peu stratégique. L'objectif de ce module, en fait, c'est un module d'une durée de 20 minutes. Et l'idée, quand on a défini cet objectif-là, donc sur la phase synopsis, c'était en fait que les collaborateurs puissent identifier les valeurs en fait clés portées par la structure. Identifier les valeurs clés, concrètement, à partir de ces objectifs-là, bien sûr, on a étudié aussi donc la cible. Ils m'ont apporté plein de contenu sur la cible, c'est-à-dire quelles sont leurs caractéristiques. On parle aussi d'un public adulte en formation, donc il y a des leviers aussi à mobiliser. Donc sur ce projet-là, ça s'adressait à l'ensemble des collaborateurs. Donc c'était pas seulement ceux qui étaient en magasin. Il y avait les équipes aussi financières, il y avait la logistique, etc. Donc c'était l'ensemble des collaborateurs. Définition des objectifs, définition de la cible et définition des intentions pédagogiques. Il voulait un module qui soit autoporteur, il voulait un module qui soit dynamique, on est sur aussi une logique de sensibilisation au regard de valeur. La sensibilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire valoriser l'apprenant, l'accompagner. On identifie d'un point de vue pédagogique quels peuvent être les leviers au regard du besoin du client. Là, typiquement, sensibilisation pour une cible très variée, dans une logique de valoriser, et l'apprenant et aussi ces valeurs-là qui étaient à faire passer. J'ai préconisé par exemple la présence d'un buddy. Il y avait un buddy qui était là. Un buddy, c'est un compagnon. Exactement, de route, oui. Exactement. Un buddy, c'est un personnage qui est là pour challenger l'apprenant, le valoriser, le guider, lui apporter des feedbacks, tout en le valorisant. On avait comme levier, comme on est sur des valeurs propres à la structure, l'idée de se dire, au regard de ce besoin-là, on va partir sur un module qui est plutôt contextualisé. Même si... on fait une proposition aussi de storytelling. Ça, c'est à nous aussi de faire des propositions qui sont un petit peu audacieuses pour dire aux clients, on répond avant de besoin, mais on fait aussi des propositions qui peuvent un petit peu sortir du quotidien. Donc là-dessus, on était resté quand même sur un storytelling assez quelque chose d'élégant, qui colle aussi au cadre de la structure. En fait, on est parti sur un storytelling assez élégant avec un coach qui était là pour coacher l'apprenant sur les valeurs. Donc ça, c'est un travail qui se fait en échangeant, en fait, tout simplement. En échangeant avec les experts métiers. Donc là, c'était directement le client. Donc on a défini ça. Et après, à partir de là, on définit aussi l'architecture en se disant, voilà, vous souhaitez que l'apprenant, il parte de sa pratique. OK. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir mettre dans notre architecture méso, donc l'architecture pédagogique, le parcours, en fait, l'expérience, on va venir surtout mettre en valeur des activités. On va partir de l'apprenant. J'ai fait un quiz sur les personnalités, dans une mise en situation à la plage, en vacances. Il y avait un côté un peu disruptif, mais on part toujours de la pratique de ce qu'est l'apprenant là-dessus.
Donc voilà, tout le module. Donc ça, c'était une première partie dans le module. Une deuxième partie est bien sûr des petits tests, des mises en situation directement dans son environnement professionnel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, l'expert métier, très clairement, il m'apporte quoi? Il m'apporte toute la réalité du terrain, tous les enjeux du terrain, parce que c'est lui qui est détenteur en fait de tout ça. Moi, je ne sais rien et je n'ai à aucun moment je ne sais pas je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas et c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de récupérer la matière. Donc, on a pu pusher en fait des mises en situation qui étaient vraiment ciblées par rapport à la variété du public en fait, et construire notre architecture comme ça. Et après, nos intentions scénaristiques et notre évaluation sommative. Ce qu'il faut savoir aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est que, par exemple, collaborer avec les experts métiers, c'est aussi dans la logique d'évaluation, de suivi, la montée en compétences des collaborateurs. C'est une dimension essentielle. Pouvoir travailler avec eux, de poser des questions en se disant, voilà, est-ce que vous voulez qu'il y ait un scoring? Est-ce que vous voulez est-ce qu'il y a un enjeu derrière réglementaire? Là, par exemple, une sensibilisation, il n'y a pas d'enjeu réglementaire. On est sur de l'évaluation surtout formative. On ne va pas venir questionner l'apprenant sur des points particuliers. Mais voilà, il y a cette notion-là aussi d'évaluation qui est importante dans notre collaboration avec les experts métiers. Oui, parce que sinon, si c'est une formation qui est par exemple certifiante, j'imagine que tu dois travailler avec l'expert métier, mais aussi tout un tas de documents qui peuvent peut-être te contraindre dans la création de ton module de formation en termes de... Ouais. Ça va forcément avoir un impact sur la scénarisation, tout ça, non? Alors, c'est plus je pense le mot, c'est plus, c'est pas certifiant, mais c'est, il y a une validation nécessaire du module à avoir pour le parcours, parce qu'on s'inscrit vraiment dans une logique de monter en compétence de l'apprenant. C'est vraiment le client qui a sa stratégie formation, et nous, on vient, avec notre module, il vient en fait explorer un aspect, proposer du contenu sur un aspect. Mais effectivement, des fois, il y a des logiques de validation. Et ça, il faut être vigilant à ça. Effectivement, c'est tout ce travail, du coup, ce que je disais tout à l'heure, d'adaptabilité, d'agilité aussi dans la conception, de mêler le storytelling avec les enjeux aussi de la structure, d'avoir une validation, une évaluation sommative, une validation derrière, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi du fait d'avoir un seul point d'entrée avec l'entreprise, que les infos qu'on te donne soient biaisées? C'est-à-dire, par exemple, tu parlais là de ce cas de grand magasin, finalement, tu ne rencontres que l'expert métier qui va dire, voilà, nous, nos employés sont comme ça, ils pensent comme ça, mais finalement, toi, tu les rencontres pas, ces gens-là. Tu vas pas en immersion dans le magasin pour rencontrer les gens qui sont derrière la caisse, pour rencontrer les gens qui bossent à la logistique dans les entrepôts, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement toute la formation soit un échec, parce que cet expert métier, il a une vision fausse, peut-être pas représentative finalement des attentes des apprenants, ou est-ce que c'est pas risqué du coup d'avoir un seul point d'entrée comme ça? Ou est-ce que des fois il vous arrive de rentrer réellement en immersion et de rencontrer plus de gens, d'échanger avec plusieurs experts métiers, peut-être pour limiter ce risque-là? Ouais. En fait, là-dessus, pour te répondre, il y a effectivement plusieurs choses. Souvent, le client, donc là, je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai beaucoup dit client et expert métier. Parfois, le client, c'est pas l'expert métier. Le client, il va directement se dire, en fait, le référent, celui qui en plus en maîtrise sur cet aspect-là, ça va être quelqu'un qui va identifier dans la structure, et auquel cas on sait que cette personne-là, elle est référente en fait sur le sujet. Ça, c'est premier élément, ou même parfois le client lui-même. Deuxième élément aussi, c'est que nous, c'est aussi notre mission que de dire, ok, on accompagne en fait vraiment l'expert métier à se projeter à la place de l'apprenant, à dire voilà, l'expert métier peut nous dire oui, voilà, ça se passe comme ça. Ok, mais concrètement, que voit le collaborateur? Comment il agit? C'est notre travail aussi de venir poser ces questions-là et de guider pour vraiment cibler les contenus au maximum vers la réalité du terrain pour les apprenants. Et la troisième, sur tout ce qui se passe, c'est que le client est aussi très regardant et très impliqué.
et que ça lui tient souvent à cœur, en fait, que les contenus soient vraiment le plus adaptés possible à la cible, en fait. Dans le storytelling, dans les mises en activité, le client, voilà, il comprend en fonction de la coloration qu'on a donnée au module, il a vraiment intégré le fait qu'il faut que, voilà, il y a une logique efficiente derrière, il y a un enjeu aussi derrière qui est important. Et après, sur la partie observation en situation de travail, bien sûr que ça se fait. Moi, je suis arrivée il y a 10 mois, alors je pense que j'ai pas encore eu la chance de le faire, mais je suis convaincue qu'on l'a déjà fait. Oui, mais je sais typiquement que pour Adobe, que Ouais. je citais tout à l'heure, on a eu des gens de l'équipe qui sont partis dans le sud de la France pour justement voir ces machines à l'œuvre, rencontrer l'équipe, etc. Donc, Ouais. c'est pour ça que je te posais cette Oui, question. ouais. Voilà. Par contre, tu disais que ça fait que 10 mois que tu es là et Oui. que tous tes projets sont en cours, mais tu avais participé à Pôle emploi, je crois, qui a été livré, non? Ouais. Tu peux nous parler de ce projet? Tu peux nous dire aussi un petit peu, grosso modo, quels étaient les enjeux, etc. et comment t'es intervenu dessus? Ouais. Sur le projet Pôle emploi, donc c'était mission service civique. J'ai été sur ce projet-là, surtout sur la phase de storyboarding. Sur ce projet-là, l'objectif, c'était pour les services civiques qui arrivaient chez Pôle emploi. Donc, il y avait déjà un parcours qui était construit par Pôle emploi pour un parcours d'intégration pour ces services civiques-là. Un module soit de renforcement, soit d'introduction, mais qui pouvait être suivi de manière un petit peu asynchrone. L'objectif, c'était que l'apprenant puisse identifier donc ses missions de manière un peu dynamique, à travers des mises en situation. On a fait des ateliers où là, on avait déjà beaucoup de matière, on avait tout un livret, on avait plein de contenu. Et en fait, là, spécifiquement sur ce projet-là, l'enjeu, il était d'aller chercher plutôt des verbatims, des points clés sur les mises en situation qui ont pu être définis, des éléments de langage, des éléments de posture, parce qu'on était aussi, il y avait beaucoup de savoir-être en fait, hein, comme on était sur une logique d'intégrer ces personnes-là qui sont face à des demandeurs d'emploi, à du public. L'idée, c'était de venir chercher des éléments clés un peu sur la posture. Et donc les ateliers ont été surtout orientés là-dessus. On a travaillé sur les dialogues, sur ce que pouvaient poser comme question les différents publics qui venaient chez Pôle emploi, sur la manière de répondre. Enfin, tous ces éléments-là, en fait, associés à la posture. Voilà. Ouais, et quand tu es face à... Là, tu disais qu'il y avait beaucoup de matière. Quand tu es face à quelque chose d'extrêmement dense, parfois qui peut être carrément indigeste, comment tu fais pour rendre ça ludique et intéressant pour l'apprenant? Quelle méthode tu utilises? C'est quoi? C'est uniquement par la gamification et la scénarisation? Comment toi t'intègres tout ça? Tu dois tout lire? Tu dois tout... Comment tu fais? Alors, je dirais pour ça, il y a peut-être 3 étapes. La première étape, c'est que le contenu qui nous est fourni, souvent c'est du contenu très général. Le client va nous dire, voilà notre besoin, on vous donne un peu de matière pour que vous puissiez commencer à analyser ça et à réfléchir sur les modalités pédagogiques. Mais souvent, avec la définition des objectifs, on va cibler, c'est-à-dire que je vais pas récupérer tous les contenus. Ça, c'est première chose. Donc, on va faire une sélection, en fait. Il y a une présélection qui est faite, avec le client, qui est validée par le client. Le client valide tout. Donc, après cette première étape, en fait, de présélection qui a été faite surtout sur la phase d'analyse, où là, on a accompagné et conseillé le client, la deuxième étape, c'est donc de répartir ce contenu-là de manière homogène et de le croiser avec le storytelling. C'est toujours les 2 fils rouges à croiser pour favoriser au maximum l'engagement de l'apprenant et le fait qu'il puisse s'approprier les contenus de manière dynamique. Donc sur cette partie-là, moi souvent, je fais un autre travail de filtrage où je demande au client, là, voilà, vous avez identifié tel contenu, quel est le message clé? Quel est le message clé? C'est aller chercher en une phrase, synthétiser quel est c'est quoi le plus important à retenir, en fait. C'est quoi qui va vraiment servir à l'apprenant sur son terrain pro. Ça revient au Keep It Smart. Exactement. Moi, j'ai ma petite grille d'analyse. Voilà, je sais que j'ai tel contenu qui est associé à telle thématique et je vais vraiment accompagner le client, lui poser des questions sur, ok, là, il y a toute cette partie-là.
qu'est-ce que je garde, c'est quoi le point clé. Et après, en fonction des mécaniques de jeu, en fonction des activités, eh bien, il y a tout un travail aussi de dosage et de répartition en se disant, ce contenu-là, est-ce que je le fais plutôt passer dans un feedback ? Est-ce que je le fais plutôt passer de manière engageante en faisant un positionnement et en apportant des petits éclairages ? Est-ce que je le fais passer à travers une petite mécanique de clic-image, de découverte ? Est-ce que c'est un dialogue ? Enfin voilà. Après, c'est à nous d'aller chercher en fait les leviers qui vont permettre de créer une expérience vraiment la plus fluide possible, la plus fun et la plus dynamique, quoi. Faut vraiment garder en tête que derrière, l'idée, c'est vraiment d'avoir une expérience qui soit à la fois cohérente au regard de la pratique professionnelle, qui soit engageante. C'est un mot qui revient beaucoup. Je l'ai dit beaucoup, mais c'est essentiel notamment sur la partie surtout distancielle, avec un univers qui colle à la cible, qui correspond à la cible, et qui soit la plus ciblée possible en termes de contenu, de feedback, d'apport théorique, etc. Oui, et alors du coup, la next step, avec qui tu travailles en interne ? Un game designer comment ça se passe après ? Parce qu'une fois que tu arrives avec toutes ces valises d'infos, tu les as retravaillées, tu as proposé quelque chose de raffiné, on va dire. Qu'est-ce qui se passe ensuite chez My Serious Game ? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la collaboration avec les experts métiers externes, mais chez My Serious Game, on travaille bien sûr en collaboration en interne, puisqu'on fait toute la chaîne en fait de production en interne. Et là, c'est un travail d'équipe. Là, très clairement, c'est un travail d'équipe avec le chef de projet, avec les game designers, avec tous les développeurs, toute la partie tech, avec tout ce qui est graphisme. C'est vraiment un travail en fait collaboratif. On va avoir la première étape de synopsis où là, on va venir cadrer en fait toutes nos intentions, tous nos objectifs. Donc les intentions, c'est intentions pédagogiques et scénaristiques. À partir de là, ça passe au game designer. Le game designer, il va venir en fait challenger tout ça, gamifier tout ça. Donc c'est pour ça que le travail, la communication est très importante parce que tout est maillé en fait, tout est lié. Moi, à partir de ça, je récupère le travail du game designer pour ma phase de storyboard où là, il m'a apporté en fait toutes les mécaniques dont je vais pouvoir me servir très clairement pour décliner toute l'expérience. Je vais donner aussi, parfois dans les échanges, là, typiquement dans les ateliers, je parlais tout à l'heure du grand groupe de mode avec qui j'ai pu travailler. Dans ces ateliers-là, il y a plein d'indications aussi graphiques qui sont passées, qui sont transmises par le client. Ça aussi, c'est des choses qu'on intègre et qu'on transmet à notre directrice artistique, Aline, pour vraiment proposer quelque chose de sur-mesure. Et pareil, sur la partie technique, on a aussi des contraintes à respecter, parfois avec un nombre de caractères à respecter. Dans des feedbacks, quand on fait des web apps, quand on développe ça sur des web apps. Donc, du coup, on a aussi cette contrainte-là de récupérer la matière. Il faut que ça corresponde aussi en termes de caractère. Donc, c'est un travail de jonglage. On parlait d'adaptabilité tout à l'heure et c'est vraiment ça. Et de créativité. Donc, ça montre à quel point ton rôle il est crucial en fait, parce que si ce recueil d'informations il est pas bien fait, ça met la directrice artistique dans la panade, le game designer, les devs aussi qui vont travailler sur quelque chose qui va pas être adapté peut-être avec la mauvaise technologie ou voilà. C'est vraiment de cet échange avec l'expert métier. C'est lui qui va conditionner la réussite ou non du projet, en fait. Ouais, c'est ça. Et in fine, s'il n'y a pas ce travail de collaboratif aussi en interne, celui qui va en pâtir, c'est l'apprenant. Donc, en fait, c'est vraiment cette logique-là de qualité. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime le plus dans mon métier, tout simplement. T'as déjà été en difficulté dans cette étape-là ? Tu t'es déjà retrouvé face à un mur Alors, en fait, ce qui peut parfois être déstabilisant, c'est qu'en fonction des contenus métiers, on va avoir des contenus métiers où, mais c'est d'ailleurs souvent le cas, hein, mais après c'est un réflexe qu'on intègre, mais dans tous les secteurs avec qui on a pu travailler, on va avoir parfois des langages en fait hyper techniques, hyper spécifiques,
c'est des nouveaux mots qu'on apprend en fait, tout simplement. Donc ça va être plus aussi sur des éléments de langage où on va apprendre de nouvelles choses. Mais par contre, c'est jamais bloquant parce que il y a aussi l'expert métier et c'est ça qui est extrêmement riche dans notre travail en tant qu'ingénieur pédagogique, c'est que l'expert métier, il partage sa pratique professionnelle avec beaucoup de passion en fait, et ça c'est exceptionnel quoi, d'entendre quelqu'un qui t'explique comment se passe même sur des choses où on peut se dire ça me parle pas du tout, et en fait lui il va avoir une telle envie, une telle passion et un tel aussi plaisir à expliciter les choses que derrière on a envie d'en faire quelque chose de beau en fait de cette matière-là. On a envie que ça fasse que ça fonctionne en fait derrière, d'être à la hauteur aussi de ce qu'on nous a apporté quoi, tout simplement. C'est chouette. Pour terminer ce podcast, je vais te poser une question qui par contre va aller à l'encontre de tout ce que tu viens de dire et peut-être te faire pleurer un peu, je sais pas. Mais est-ce que tu as peur de l'IA ? Est-ce que tu as peur que ton métier soit, parce que c'est un peu le cas pour tous, mais pour nous tous, même notre directrice artistique, nos devs, on est tous menacés par ça finalement. Est-ce que l'ingénieur pédagogique est menacé par l'intelligence artificielle et est-ce que ce travail d'échange avec l'expert métier, est-ce que peut-être l'expert métier peut être amené à le faire tout seul face à une machine ? Non, je me sens pas menacée par l'IA dans la mesure où en fait ce travail-là de récolte de matière, c'est tout en nuances, c'est tout en précision, et à l'heure actuelle je pense que c'est vraiment la résultante de 2 compétences, celui qui a la compétence métier et celui qui a la compétence pédagogique. Je pense que c'est ça. Et on peut se poser la question à l'inverse, c'est-à-dire est-ce que moi j'ai besoin d'un expert métier ? Parce que moi j'ai ChatGPT. Mais non, ChatGPT ne fait pas le travail d'un expert métier. Il y a vraiment des particularités quand on parle de compétences, quand on parle de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Il y a des nuances qui sont trop humaines pour être remplacées par une IA en fait. C'est tous ces éléments-là. C'est des choses qu'on va venir capter, qu'on va venir analyser avec une précision qui fait que je pense pas que l'IA puisse remplacer ça. Bon, tout va bien alors. Ouais. Merci beaucoup Juliette. Merci à toi Clément. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt à la rentrée parce que c'est l'heure des vacances pour un prochain épisode des Digital Learning Makers et bonnes vacances à tous.